Bonjour, vous Bonjour. êtes Édouard Husson, Oui, vous êtes né en mars 1969, oui, vous êtes historien, vous êtes universitaire, vous avez aussi dirigé l'école de commerce parisienne, l'ESCP Europe, oui, à l'époque. il qui portait aujourd'hui bien- s'appelle Business School. Voilà, mais à Oui. l'époque c'était bien Europe. Alors, Vous êtes spécialiste de l'Allemagne, vous êtes aussi professeur à l'Institut franco-allemande d'études européennes. oui, alors je suis professeur à l'Université de Cergy-Pontoise. D'accord. J'ai dirigé pendant longtemps cet institut qui aujourd'hui n'existe plus parce qu'on a réorganisé les choses. Mais effectivement, je suis bien historien des relations entre la France et l'Allemagne, en particulier au XXe siècle et en particulier pendant la construction européenne. Vous êtes candidat aujourd'hui, tête de liste, d'une liste citoyenne qui s'appelle Non, prenons-nous en main. Alors, derrière cette liste citoyenne Non, prenons-nous en main, Édouard Husson, est-ce que vous êtes aussi dans un parti? Alors nous avons un parti qui s'appelle Rester Libre. C'est un parti citoyen, précisément. Alors on va dire que notre orientation générale, elle est, on se dit même libertarien, elle est plutôt libérale en économie. Mais d'une manière générale, c'est pas simplement le libéralisme économique. C'est l'idée que les États, l'Union européenne, ne font pas assez confiance aux citoyens. Et nous sommes pour une démocratie horizontale, nous sommes pour qu'il y ait beaucoup plus de choses dont l'UE, dont les États ne s'occupent pas, en laissant les citoyens décider, puisqu'ils sont au plus près des questions qui les préoccupent. Merci. Europa Nova, nous venons de publier un rapport qui s'appelle le rapport du conclave, Oui. Europe 2040, demain se joue dès aujourd'hui. Je l'ai lu. Merci, je vous le remettrai tout à l'heure. Merci. 17 questions fondamentales. On a travaillé sur une Europe plus inclusive, une Europe plus puissante. Hein. C'est le thème général, c'est la puissance européenne. Plus inclusive, plus tournée vers l'économie, avec une IA qui nous protège et qui puisse se développer sur le territoire européen. Enfin, beaucoup de questions. Et nous avons tenté donc de déterminer les grands enjeux de demain, puisque nous changeons de mandature, et pour influencer l'agenda européen, qui arrive à grands pas, puisque c'est au mois de juin que tout se passe. Je voulais savoir, vous, quelles sont vos 3 priorités? Alors, d'abord, j'ai lu votre rapport avec grand intérêt. Je trouve qu'il est passionnant et il m'a laissé sceptique sur un point, celui que j'évoquais, c'est-à-dire que on peut être d'accord avec beaucoup des sujets que vous abordez, mais est-ce que l'impulsion vient d'en haut, c'est-à-dire c'est la Commission européenne pour aller vite, ou le Parlement européen, est-ce que ce sont les États membres, les gouvernements qui donnent, ou bien est-ce que ce sont les citoyens? Et c'est là que, et pour nous, la priorité, c'est précisément de donner beaucoup plus de liberté dans les initiatives. Moi, j'ai confiance, si vous voulez, dans l'avenir de l'Europe, parce que je pense qu'il y a une culture européenne qui préexiste aux institutions de l'Europe. Et alors, si vous me demandez mes priorités, je pense qu'il y a une priorité pour libérer les forces éducatives en Europe. Ça me paraît extrêmement important. La deuxième priorité, me semble-t-il, c'est si on va vers une forme d'harmonisation fiscale, il faut qu'elle soit vers le bas, c'est-à-dire imposer le moins possible les entreprises qui créent la richesse. La troisième, là je sais que je vais être très provocateur, je n'ai rien contre l'idée de défense européenne, mais pour moi elle n'est pas réaliste dans l'OTAN, je le dis comme je le pense, et dans notre programme, nous disons que nous pensons qu'une défense européenne doit devenir autonome. C'est sans doute la proposition du général de Gaulle à une certaine époque. Merci. Alors, vous avez parlé de citoyenneté. Justement, je voulais vous dire que dans ce conclave que nous avons organisé au Portugal fin 2023, nous avons associé à ce cercle de réflexion avec des leaders européens, des leaders d'opinion. Nous avons associé aussi des citoyens. Donc, nous entendons votre remarque sur la citoyenneté. Je comprends bien la démarche. Et nous sommes en face sur ce sujet de la citoyenneté. Précisément. Et simplement, nous, notre rôle, je pense, c'est pour ça qu'on se présente, c'est d'être le poil à gratter, de dire, mais est-ce qu'on laisse assez la parole aux citoyens, ou alors est-ce que assez vite, des gens très intelligents, qui connaissent bien les sujets, qui connaissent bien les traités européens, vont dire, oui, mais alors attendez, on va faire comme ça. Voilà. Et nous, on dit, laissez faire,
Laissez-nous faire. C'est ça le sens de notre liste. Merci pour cette précision. Que pensez-vous de l'élargissement de l'Union européenne? Alors, l'élargissement en soi, tout pays qui relève de la culture européenne, c'est un consensus, il ne faut pas l'expliciter trop, parce que sinon on va se disputer, savoir qui en est, qui n'en est pas. Mais tout pays qui relève de la culture européenne, assez logiquement, devrait être associé à l'Union. On sait bien que le problème qu'on a à ce moment-là, c'est que plus on élargit, moins on peut approfondir. Mais c'est là que justement notre approche à nous me semble féconde, c'est que peut-être que les institutions de l'Union veulent s'occuper de trop de choses. Peut-être qu'elles veulent intervenir, normer trop de choses. Peut-être qu'il faut lâcher du lest de manière à ce qu'il y ait plus de gens qui participent et en faisant confiance beaucoup plus jusqu'aux initiatives locales pour que ce soit les citoyens qui décident de l'avenir de leur continent. Merci. J'allais vous poser une question sur la défense, mais vous venez d'y répondre. Vous n'êtes pas pour une défense européenne. Ah si, je suis bien pour une défense européenne, simplement je suis très sceptique, y compris quand j'ai lu dans votre rapport le pilier européen de l'Alliance Atlantique. Moi, si vous voulez, vous allez me trouver radical là-dessus, je pense que les États-Unis sont un grand pays en crise, qu'ils ont des tas de problèmes internes, qu'ils ont de vraies questions sur l'avenir de leur présence dans le monde, les modalités de leur présence dans le monde, et je ne crois pas que nous arriverons à construire un pilier européen de la défense dans l'OTAN. Je crois qu'il faut une défense européenne autonome, ce que le général de Gaulle appelait une Europe européenne. Voilà, donc une autonomie. Une autonomie, voire une indépendance. Peut-être que le mot est plus fort encore. Merci de cette précision. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas vraiment d'harmonisation du droit, de tous les droits. Donc j'ai une question précise. Que pensez-vous de l'harmonisation du droit, à la fois dans le droit privé, par exemple en cas de divorce entre un Français et une Italienne, par exemple, où les enfants sont un petit peu ballottés d'un parent à l'autre, donc ça c'est du droit privé. Et aujourd'hui, en fait, les enfants grandissent, mais parfois ne voient pas l'un des deux parents parce que les législations et même le droit est différent dans chaque pays. Première question. La deuxième question, ça concerne plus le droit des affaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté européenne, de réindustrialiser l'Europe, donc d'aider les entrepreneurs finalement à devenir des gens européens vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des États-Unis. Vous parliez d'autonomie. À contrario, les entrepreneurs européens sont souvent un peu empêchés dans leur développement aussi par des législations extrêmement complexes. Le Code européen du droit des affaires vient de sortir, mais ce n'était pas du tout une commande publique, c'est l'initiative de 200 juristes européens qui sont réunis en disant qu'il faut vraiment le faire pour faciliter la vie des entreprises. Êtes-vous pour ou contre le développement et de l'harmonisation du droit en général et aussi du droit des entreprises qui est vraiment, qui n'existe pas? Alors, si vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure, ma crainte quand on parle d'harmonisation, notre crainte, je parle au nom de la liste, c'est qu'on complique les choses et qu'on fasse encore plus de directives. Dans notre programme, nous faisons une proposition qui est que pour chaque nouvelle directive européenne ou chaque nouvelle loi nationale, il y ait 2 textes de loi qui soient supprimés. Parce que ça nous paraît, regardez au niveau national aujourd'hui, on a dit qu'on simplifiait, le code du travail est censé être plus facile pour les entreprises, en fait il a été augmenté de volume. Bon. Et je crois que c'est la même chose partout. Alors ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, il faut à la fois trouver des principes simples et en même temps ne pas surcharger les codes. Je pense que c'est possible à partir du moment où il y a d'abord, on met d'abord l'entreprise au centre. C'est pour répondre à votre question, on met l'entreprise au centre et on a aussi comme objectif de réduire la fiscalité et de simplifier. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait simplifier, y compris en droit des affaires, si on avait d'abord une baisse de la fiscalité. Alors ça veut dire que nous, Français, on a d'énormes efforts à faire là-dessus, puisque nous sommes un des pays qui impose le plus. Alors j'entends bien ce que vous dites sur les problèmes qui peuvent se poser pour des couples binationaux avec des enfants. Et voilà le très bon exemple de sujet sur lequel, à mon avis, l'Europe devrait se concentrer.
parce que ce sont des sujets difficiles à résoudre. Et je préférerais qu'on mette plus d'énergie là-dessus pour résoudre des questions humaines souvent très difficiles, surtout si on se place du point de vue des enfants, plutôt que de nous faire la énième norme sur la taille des concombres ou sur savoir si les portes de bus doivent s'ouvrir d'une certaine manière ou d'une autre. Merci. Quelle est l'action européenne dont vous êtes le plus fier dans le cadre de la politique? Voilà, je crois que vous n'avez pas été élu au niveau européen jusqu'à présent. Non. Mais c'est la première élection où je me présente. Voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a une action européenne que vous avez faite? Alors, j'ai dirigé ESCP Europe, vous l'avez dit. Voilà. Et là, j'ai été... alors, j'en suis fier, pourquoi? Parce que c'était une Europe très concrète. Il y avait 5 campus, aujourd'hui il y en a 7. Oui. Donc, il y avait Londres, Madrid, Turin, Paris, Berlin. Aujourd'hui, il y a en plus Luxembourg et Varsovie, tout à fait. Et donc, c'est une Europe très concrète. J'avais à m'occuper de 5 facultés différentes. Mon successeur aujourd'hui, Léon Lelusin, il s'occupe de 7 facultés différentes. Et c'est très intéressant. On ne se raconte pas d'histoire, on fait. Voilà, il n'y a pas de grand principe. Et je disais aussi à nos étudiants à l'époque, vous vous ouvrez au monde. D'abord, vous allez prendre la mer un jour. La mondialisation, c'est ça. Vous allez prendre la mer. Mais faites d'abord du cabotage entre les ports européens pour vous entraîner. C'était ça. Et ça, je suis très fier d'avoir fait ça. Alors, dernier point, si vous permettez, parce que ça me tient à cœur, j'ai trouvé une école qui était très centralisée, où tout était décidé depuis Paris. Et par exemple, il n'y avait pas c'était des Français qu'on envoyait pour diriger les campus dans les autres pays. Et bien, quand je suis parti, c'était des nationaux du pays concerné qui dirigeaient les campus. Et aujourd'hui, mon successeur a un budget qui a doublé parce qu'on a libéré les énergies. Alors, quelle est votre vision plus structurelle dans la gouvernance européenne? Le traité de Lisbonne a consacré la primauté des États membres. Donc, quel bilan faites-vous de l'Europe des nations et finalement, quelle est votre vision? Une Europe fédérale, une Europe des nations, telle qu'elle peut exister aujourd'hui, une Europe des régions? Quelle est votre vision de l'avenir européen? J'aimerais bien qu'on applique la subsidiarité, vraiment. C'est-à-dire que je n'aime pas la manière dont la Commission européenne de Mme von der Leyen s'est mêlée de beaucoup de sujets qui ne relèvent pas de sa compétence dans les traités. Je trouve que nos États s'occupent de beaucoup trop de choses que les régions pourraient faire ou que les pouvoirs locaux pourraient faire. Donc ma vision, c'est beaucoup plus de subsidiarité et une subsidiarité où le niveau supérieur ne s'occupe que quand le niveau inférieur lui demande. Très bien. Alors là, j'ai une question plus personnelle. Je m'adresse à l'homme et pas à l'homme politique actuel ou le citoyen engagé, mais simplement l'homme. Vous présentez pour un mandat européen. Quelle a été finalement votre histoire européenne? Est-ce que vous avez une histoire européenne ou pas? On a des candidats comme Jordan Bardella qui nous a dit n'avoir aucune histoire européenne, par exemple. Mais quelle est votre histoire? Quel a été le déclic pour que vous ayez envie de vous engager sur un mandat européen? Ça peut être la petite enfance, mais c'est vraiment une question plus personnelle. Oui, très simplement. Quand j'étais étudiant, je militais au mouvement des jeunes giscardiens. Et donc j'avais un engagement européen. Et puis, après la chute du mur de Berlin, quand j'ai vu l'élargissement, quand j'ai vu tous les problèmes qui se posaient, je suis devenu sceptique sur la prétention des chefs de gouvernement, des instances bruxelloises à vouloir réguler de plus en plus, s'occuper de plus en plus de choses. Et je me suis dit, c'est dommage, on va gâcher une magnifique chose qui est l'Europe en la surrégulant, en voulant la gouverner d'en haut. Je pense qu'aujourd'hui, à l'ère de la 3e ou de la 4e révolution industrielle, il faut libérer les énergies, il faut que la Commission européenne soit effectivement au service des gouvernements, c'était l'esprit de la première communauté, et que tout ça se fasse de manière en libérant les énergies, en faisant confiance aux citoyens, en limitant le nombre de sujets où on intervient, et quand on y intervient bien. Voilà ma vision des choses. Est-ce que vous diriez que vous êtes souverainiste? Souverainiste France. Je pense que l'Europe ce ne sont pas les États-Unis. Je ne crois pas que nous puissions construire des États-Unis d'Europe, ça tout à fait. Et je pense qu'effectivement,
le gouvernement français a un rôle clé à jouer comme tous les autres gouvernements. Là où je ne rejoins pas certains souverainistes, c'est qu'ils sont des étatistes. Et je ne crois pas qu'ils... Si on se plaint de ce que Bruxelles intervient trop, il ne faut pas que ce soit pour substituer un Paris qui intervient trop dans les affaires des citoyens, des entreprises, des collectivités locales. Donc c'est ce qui peut le distinguer. Un Paris jacobin. Un Paris jacobin, je ne suis pas jacobin. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté cet exercice.